Alors on va continuer dans les sujets un peu délicats, un peu touchy. Et on va inviter une nouvelle intervenante. Comme je vous l'ai dit, on n'a que des femmes ce soir au plateau. En général, moi j'aime bien inviter des HSBC, comme on les appelle chez nous, hein, des hommes blancs, cis, hétéros. Il y a des gens pour qui le terme cis, ça parle pas? Ou c'est un peu flou? Ou c'est un peu obscur? Je dis, putain, si jamais je me suis identifiée comme néophyte, si en plus je dis que je sais pas ce que ça veut dire, je m'affiche de ouf. Du coup, je vais faire l'explication au cas où, pour rappel, vu que tout le monde sait exactement ce que ça veut dire. Non, parce que j'ai identifié quelques regards apeurés, donc voilà, je vais faire un peu de pédagogie. Cis, c'est que tu t'identifies à ton genre biologique assigné à la naissance. Ouais. En enlevant biologique. Le quota rigueur. On peut enlever biologique parce qu'en fait, c'est extrêmement arbitraire, c'est-à-dire qu'en général, le médecin obstétricienne se contente de regarder à quoi ressemble la forme de ce qu'il y a entre les jambes et de décider si c'est un garçon ou si c'est une fille. Et si jamais ils ont un doute, on en reparlera une prochaine fois d'intersexualité. Donc voilà, être cis, c'est être à l'aise avec ou accepter l'assignation de naissance de genre qu'on a eu. Donc du coup, l'idée c'est ce qu'on vous a pas forcément tout à fait précisé hein, sur l'ADN du projet Histoire de cul, c'est qu'ici on essaye de donner la parole aux personnes qu'on entend le moins. Donc c'est vrai que du coup, inviter des hommes blancs, cis, hétéros, de préférence CSP+, hein, ça fait toujours rigoler le public d'Histoire de cul. Donc on continue sur un plateau féminin avec un sujet, comment dire, particulièrement apprécié des Français. Alors du coup, j'ai envie de savoir un peu ce que ça vous évoque. Sujet préféré, ou peut-être qu'il y en a parmi vous qui suivent la merveilleuse communication que nous faisons sur les réseaux sociaux. Waouh, ok. Est-ce que tu as grandi en France? Oui, voilà, ok. Ce que je me dis, ça semble plutôt le regard critique de l'extérieur, hein, le vin, les bonnes manières. Ça aurait pu, hein, c'est clairement des sujets sensibles, on est complètement d'accord. Non, on est sur un sujet encore plus sensible que ça, où on est vraiment réputé hein, pour être des grosses brêles sur le sujet. Hein. Faire la grève, je sais pas si c'est un sujet sensible. Je crois que j'ai plutôt une fierté nationale, plutôt, mais ok, d'accord. Le racisme, ça aurait pu, hein, ça aurait pu. Je sais pas trop si... On est presque au même niveau de sensibilité, je sais pas. Bon, allez, je vous aide. On va parler d'argent. Je sens déjà... Oui, alors, parce que du coup, dans les rapports de domination, il semblerait qu'il ne se joue pas que aux pieux. Il semblerait qu'il se joue aussi dans le porte-monnaie. Surtout, je ne sais pas si parmi ces dames, certaines ont fait l'expérience de gagner plus que monsieur. Et de comment ça se passe, selon les cas. Ou à l'inverse, de vivre avec un monsieur qui gagne plus et qui ont eu l'immense plaisir d'avoir ce genre de remarques quand monsieur est en train de défoncer la plaquette de chocolat à 5,90 € et que vous vous autorisez à lui dire bah, peut-être que, tu vois, c'est du chocolat de dégustation, peut-être que tu manges pas comme ça, là, à 11 h, ça c'est un truc qui se savoure. C'est toi qui paye? Et non, mais sinon, tu vois, je pense que voilà, on a 40 mètres carrés, on va pas prendre une femme de ménage, c'est bon, quoi. Je veux dire, on peut se débrouiller. Non, mais c'est bon, je la paye, moi, la femme de ménage. Ok. Ce genre de remarques sympathiques. Ou alors au resto en disant non mais vraiment je suis désolée mais moi en termes de valeur claquer 650 € dans un restaurant pour deux ça me c'est super, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche, l'intention vraiment je l'apprécie mais je sais pas, moi ça me pose vraiment problème avec d'où je viens et tout, sur mes valeurs c'est compliqué mais ça va, c'est moi qui te le paye, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas juste dire merci? Voilà, petite introduction pour accueillir Margot Théroux qui vient vous parler sexualité et argent.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous remarquerez que je ne suis pas seule sur scène. Voilà. Alors, on va parler de couple et d'argent. Navré pour les disputes que je vais créer dans certains couples. Je suis sexologue, donc au pire, vous me contactez. Hein. J'ai même mes cartes de visite et vous pouvez sortir le porte-monnaie tant qu'à faire, histoire vraiment qu'on aille jusqu'au bout du truc. Alors, l'amour de Roméo et Juliette, au couple royal formé par Lady Di et Prince Charles, je n'aime pas Camilla, clairement, en passant par Freddie Mercury et Paul Prenter, oui, j'aime les références britanniques, on ne peut pas dire que l'amour nous laisse indifférents. Les auteurs et autrices écrivent à son sujet depuis la nuit des temps, et pourtant, quand l'amour nous touche, quand l'amour vous touche, nous semblons toutes et tous surpris par sa force au point d'en perdre pied. Rassurez-vous, il y a un sujet qui nous fait toutes et tous redescendre, j'ai nommé l'argent. Et lorsqu'on mélange l'amour à l'argent, le résultat ressemble plus à un karaoké de fin de soirée qu'à Bohemian Rhapsody, qu'on se le dise. On aime les références à Freddie Mercury, j'ai un tatouage, je suis fan. C'est pour démystifier la question du couple et de l'argent et pour accessoirement vous éviter de vous retrouver dans mon cabinet que j'ai décidé de venir de vous parler de ce sujet ô combien tabou. Et donc, l'objectif de notre échange, de cet échange, va être de vous éviter de face it alone. Est-ce qu'il y en a qui ont la référence? Les fans de Queen dans la salle? Il y a un titre éponyme de Freddie Mercury, je le sais, qui est sorti en 2022 qui s'appelle Face It Alone. Et enfin, de pouvoir vivre sereinement avec The Love of Your Life. Vous avez la référence aussi. On est sur une chanson de Queen. La meuf, elle est un peu obsédée. Et donc, au-delà du fait de savoir que je m'appelle Margot, quelle pécheresse suis-je pour oser à m'attaquer à ce sacro-saint sujet des couples et de l'argent? Eh bien, je m'appelle Margot Théroux. Je suis sexologue, alors Margot avec un X, hein, c'est un peu prédestiné, on va dire. Je suis féministe, femme hétérosexuelle cis, engagée contre les violences économiques. J'écris sur ce sujet sur les réseaux sociaux où j'ai la chance de voir la diversité des mascus qu'il y a. Je remercie Sébastien pour m'aider à lutter contre eux dans la salle. Et j'ai un petit parcours atypique puisque moi, à la base, je voulais devenir gynécologue et j'ai fait une école de commerce. Donc clairement, si vous ouvrez le Larousse et que vous regardez Perdu, vous trouverez mon prénom en synonyme, qu'on se le dise. Et puis, comme toutes les personnes, le Covid m'a permis de faire un retour sur moi-même et de reprendre mes études en sexologie. Mais bon, j'ai commencé ma carrière dans le recrutement, dans la finance. La meuf, elle était vraiment perdue. Et donc là, je vais mettre une casquette pour la première partie de mon intervention de prof. Parce que là, clairement, on va parler d'un sujet sérieux, on va parler d'argent, de religion, donc je préviens, trigger warning, je vais un peu parler de chrétienté. Donc oui, l'amour et l'argent représentent les deux plus grands tabous de notre société judéo-chrétienne. Et donc, avec mon regard analytique, si l'on veut interroger le couple, il faut interroger l'histoire des individus, et plus largement, l'histoire avec un grand H. Et donc, afin de ne pas s'éparpiller, j'aimerais bien vous rappeler que nous sommes en 2023, nous vivons en Europe de l'Ouest particulièrement, dans ce pays qui est la France, et donc finalement dans un pays qui est de tendance catholique. Pour rappel, et là c'est le moment un peu relou, donc vous pouvez sortir des notes, aller fumer s'il vous plaît, si vous voulez, je vais parler un peu d'histoire. La France est catholique depuis le IIe siècle, depuis notre ère, et la séparation de l'Église et de l'État date de 1905. Donc pour les matheux dans la salle, ça fait l'État et la religion ont été liés pendant 1700 ans. Donc concrètement, depuis 1905, ça fait seulement 117 ans où l'argent et le pouvoir, où la religion et l'État ne sont plus liés. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont familiers avec, qui connaissent Pierre Bourdieu dans la salle? Oh mais mon Dieu, mais quel public averti. Pierre Bourdieu a parlé d'une notion qu'on appelle l'héritage, et vous voyez, franchement, l'argent, il est partout. Hein. Non, il parle d'héritage avec un grand H au sens large, en expliquant que finalement, nos actions, aujourd'hui, seraient en grande partie influencées par l'héritage que nous transmet notre entourage familial, et que finalement, cette notion est beaucoup plus large que ce qu'on voudrait l'imaginer. Alors bien sûr, il y a l'héritage financier, économique, hein, mais ça, on se retrouve tous chez le notaire lors des décès, et clairement, on voit clairement que c'est un point important dans les familles, mais au-delà de ça, on hérite d'un nom de famille, d'un niveau culturel, d'une histoire. Bref, finalement, on porte en nous les histoires des générations passées. Et quoi qu'il en soit,
qu'on le veuille ou non, l'argent fait partie d'un point de vue micro et macro de ce que nous héritons. Et vous l'avez peut-être vu, l'argent est quelque chose d'extrêmement tabou dans la religion chrétienne et plus particulièrement chez les catholiques. Je suis encore en mode prof, désolée, vous pouvez prendre des notes. Preuve en est, il suffit de regarder chez nos amis américains aux États-Unis, qui donc a une tendance plutôt protestante, et la nôtre. Là où dans la culture anglo-saxonne, il est plus aisé, sans mauvais jeu de mots, de parler d'argent avec la question des salaires, dans les pays latins à tradition catholique, nous avons un peu plus du mal à ouvrir la conversation et accessoirement le porte-monnaie. Et donc finalement, pourquoi une telle différenciation? Alors, il y a un livre qui s'appelle L'argent dans la tradition catholique, je vais vous le résumer parce que c'est un petit peu long, qui explique tout simplement que chez les catholiques, il y a une distinction entre le rapport au bien quant à la possession et le rapport au bien quant à l'usage. En clair, posséder pour posséder, c'est mal, posséder pour distribuer, c'est bien. Moi, j'aime bien voir tous ces grands patrons du CAC 40 qui me font un peu des leçons catholiques bourgeois, en fait, en disant « Oh là là, l'argent, mais mec, en fait, tu redistribues ?» Non, il va falloir qu'il aille communier à l'église, celui-là. Ouais, désolée, je tape un peu. Et donc vous allez me dire, mais Margot, mais quid des personnes qui ne sont pas d'origine française? Eh bien, figurez-vous que cela ne change rien au regard de la socialisation. Je m'explique. Comme je vous l'ai dit, j'étais un peu perdue durant mon début de carrière, et donc j'étais chasseuse de tête en finance à Londres, à la City. Je me dis, mais la meuf, elle était vraiment perdue. Et quand je suis arrivée à Londres, en fait, on était plusieurs newbies, donc nouveaux arrivants, et on se demandait entre nous à combien on avait été recrutés. Et là, en fait, je me souviens de ce malaise avec un de mes collègues qui s'appelait Georges et qui m'a dit, du coup, t'as été recruté à combien? Vous savez, des chasseurs de tête qui parlent d'argent entre eux, qui travaillent dans la finance, c'est Inception le truc. Et j'étais tellement mal à l'aise. J'étais, je sais pas, j'ai pas très envie de répondre, etc. Et il insistait, et en fait, de là, je me suis rendu compte que c'était tellement culturel. Et donc, au fur et à mesure des semaines, j'ai eu d'autres choix inconscients de m'adapter à cette culture, surtout qu'en tant que chasseuse de tête en finance, si moi j'avais du mal à parler d'argent avec mes candidats, notamment pour négocier leur salaire, ça aurait été un peu plus compliqué. Et donc, en revenant en France, riche de cette culture anglo-saxonne que j'ai embrassée à cœur ouvert, je voulais me faire un peu une idée des prix, des salaires du marché, parce que j'avais vécu 3 ans à Londres. Et là, je suis allée voir mes copines et je leur ai dit, du coup, les filles, on a fait les mêmes études, moi je suis partie 3 ans, mais bon, ça change rien, et vous gagnez combien? Tu veux vraiment parler de ça maintenant, Margot, là? Prends un autre mojito. Non, mais vraiment, ça servira à quoi? Mon salaire, c'est pas les salaires. Ouais, mais bon, j'ai besoin de me faire une idée de ma valeur sur le marché. J'ai besoin de savoir combien je peux prétendre, en fait. Bon, voilà, je me suis retrouvée finalement dans la même posture que George il y a quelques années. Un long silence face à moi et l'incompréhension de ma part quant à la non-réponse de mon interlocutrice. Entre-temps, du coup, effectivement, j'ai monté ma boîte, j'ai fait du conseil en égalité homme-femme. Lors d'une de mes missions de conseil, je devais analyser le rapport à l'argent des hommes et des femmes dans un très grand groupe. Et je me souviendrai toujours de cette phrase prononcée par cet homme qui m'a dit « Moi, Margot, je ne pourrais pas si ma femme gagnait plus que moi. » Malaise, malaise, malaise. Et donc cette phrase, elle m'est restée. Je ne l'ai jamais compris, et je pense que je la comprendrai toujours pas, enfin un petit peu maintenant. Et au moment, j'ai repris mes études en sexo, et au moment de choisir ma thématique de mémoire en sexologie, étant donné que je suis profondément féministe, je ne me voyais pas parler d'endométriose et d'autres sujets que je ne maîtrise pas. Je me suis dit, par contre, on va étudier l'impact de l'argent sur les couples hétérosexuels. Et c'est là que ça devient fun. Et c'est là que je retire ma casquette de prof et que je redeviens la sexologue. Et donc, comme si un tabou seul ne suffisait pas, autant y aller à cœur joie et parler d'amour. J'ai fait une petite expérience depuis quelques temps. Alors, je pense qu'avec mon expérience, vous allez refuser de m'inviter à vos soirées, mais tant pis, je prends le risque. Dans une soirée, posez aux personnes que vous connaissez 2 questions et demandez-leur de répondre à celles qui les gênent le moins. On sent le suspense avec le tournage de page. Première question, combien gagne-t-il? Deuxième question, quand est-ce que... non, c'est nul, je me spoil toute seule. De quand date la dernière fois où ils ont fait l'amour? Donc je répète, première question, combien que tu gagnes? Et deuxième question, c'est quand la dernière fois que tu as baisé? Un peu cash, désolé. À votre avis, quelle est
la question à laquelle les personnes répondent le plus. Alors, levez la main, les personnes qui pensent que c'est combien gagne-t-il? Non, mais c'est ok, lève la main. Vas-y, assume, on adore. 1, 2, on adore. 3, allez, tu vois, t'as ouvert la voie. Ok. Et là, enfin, à votre avis, combien de personnes préfèrent répondre à la dernière fois où ils se sont envoyés en l'air? Ok. Donc désormais, vous savez qu'il ne faut pas m'inviter à vos soirées. Donc, quand on mélange les deux, ça donne quoi? C'est compliqué. Aujourd'hui, la question est très souvent éludée par les couples, à mon grand regret. Enfin, au plaisir de mon portefeuille, mais à mon grand regret en tant que féministe. Il suffit de regarder autour de soi et de demander à nos proches si les deux partenaires savent exactement combien gagne l'autre, ce qu'il fait de son épargne, où est-ce que l'argent est investi, et on arrivera avec ces mots fatals: cela ne me regarde pas. Ah ouais, donc en fait, toi, tu ouvres tes cuisses ou tes fesses face à ton partenaire, mais par contre, savoir ce qu'il a dans sa bourse, voilà, ça ne te regarde pas. Bon, bah pas de souci, hein, c'est ok. Et finalement, parler d'argent, c'est finalement sortir de son nuage et de ramener les couples à des notions terre à terre, et il peut y avoir une gêne. En parlant d'une gêne, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Donc je vous l'ai dit, je suis hétérosexuelle, mariée, avec un homme présent dans cette salle. Et on a fait partie des premières personnes dans notre entourage à se marier. Et donc, quand vous êtes les premiers à faire un truc comme ça, généralement, les autres couples viennent vous voir et vous poser des questions. Alors, du coup, t'as fait quoi, etc. Non, t'as fait quoi au niveau du mariage, hein, quand je vous vois avec vos petits regards. Et donc, un soir, avec des amis fiancés, la question du régime matrimonial s'est posée. Et donc, nous, avec mon partenaire, mon mari, nous avons décidé de faire séparation de biens. Pour des raisons qui nous sont propres. Et donc, quand on a répondu à nos amis à cette question-là, ils ont dit: ah mais non, mais moi, Margot, je pourrais pas. Je l'aime trop pour faire une séparation de biens. Si. Et là, j'ai compris. Et figurez-vous que cette réaction, elle est très commune. C'est-à-dire que quand on dit autour de nous qu'on s'est marié sous le régime de la séparation de biens, alors pour les personnes qui ne sont pas au clair, en France, de manière générale, quand vous vous mariez, c'est le régime de la communauté. C'est-à-dire, à partir du moment où vous mariez, c'est la fameuse phrase « tout ce qui est à moi est à toi ». Dramatique quand on sait qu'il y a un mariage sur 2 qui termine en divorce sur Paris. Et donc, la plupart du temps, en fait, c'est le régime classique. Et quand vous décidez de vous marier sous le régime de la séparation de biens, en fait, ça veut dire ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. Donc, il faut faire la démarche de chez le notaire pour le faire. Et donc, j'ai compris, à la réaction de mes amis, mais finalement aux autres réactions des personnes, associer argent, indépendance économique et couple, aller contrecarrer ce romantisme auquel nous avons été biberonnés au cours de notre jeunesse. Et la question qui va se poser, parce que vous êtes quand même là aussi pour mettre en place des choses à la maison, à quel moment ça va se jouer? Eh bien, en sexologie, on parle de contrat implicite. Le contrat implicite, finalement, ce sont toutes ces petites choses que vous allez mettre en place au début de la relation qui vont déterminer les bases de votre relation. Il y a des choses qui sont discutées et d'autres pas. Pour l'anecdote, dans les années 2000, ils ont fait une expérience assez triste. À partir du moment où ils ont inséré la question de l'argent dans les préparations au mariage, 25% des couples n'ont pas mené leur projet de mariage à terme. Version polie pour se dire, ils se sont séparés en fait. À partir du moment où le couple a intégré la question de l'argent, il y en a 1 sur 4 qui a dit ça va pas le faire. Désolée. Et donc là, vous allez dire, ok Margot, j'ai compris l'histoire, le catholicisme, tout ça, les couples qui se séparent, ça va pas bien, etc. Mais quand est-ce que ça va se jouer? Eh bien, en fait, peut-être que vous avez déjà abordé la question de l'argent dans le couple, ou peut-être pas, mais généralement, ça arrive assez vite dans la relation. Que vous viviez ensemble ou pas, on va partir en week-end à 2, on va faire des cadeaux de Noël pour la famille, on va se prévoir des vacances, etc. Donc, je vais vous passer un petit exercice qui se déroule en 3 étapes pour que vous soyez au clair sur la conversation de l'argent. Première étape, analyser. Analysez votre rapport à l'argent, ce qu'on appelle l'héritage financier émotionnel. Dans quelle famille vous avez grandi? Comment ça s'est passé? Est-ce que vos parents parlaient d'argent? Est-ce que vous avez manqué d'argent? Est-ce que vous avez ressenti un manque d'argent? Parce que parfois, on peut ne pas manquer monétairement et avoir ressenti ce manque. Est-ce que vos parents étaient ouverts sur la conversation? Soyez au clair sur votre rapport à l'argent. Est-ce que vous, par exemple, il y a des personnes que je croise qui vont s'évertuer à faire un métier qu'elles n'aiment pas, mais parce qu'elle leur apporte une sécurité financière, et c'est OK, en fait. Mais juste, il faut être au clair avec ça. Ensuite, organisez un, anglicisme bonjour, money date.
ou un rendez-vous galant autour de l'argent. Ça sonnait mieux en anglais, hein, avouez. Hein. Viens chérie, on se fait un rendez-vous galant autour de l'argent. Oh, super. Tandis que viens chérie, on se fait un money date. C'est plutôt sympa. Et donc, parler, organiser un rendez-vous galant, mensuel s'il le faut, semestriel, annuel, je m'en fiche, où vous avez cette conversation autour de l'argent et vous analysez vos dépenses, que vous viviez ensemble ou pas. Parce qu'effectivement, en discutant, il y a bien sûr les couples qui vivent ensemble, qui sont conjugalisés selon l'INSEE, mais il peut y avoir aussi des personnes qui passent beaucoup de temps ensemble et qui ont fait le choix de ne pas vivre ensemble, et la question de l'argent doit être là aussi, parce que à moins de vivre d'amour et d'eau fraîche, ça me paraît compliqué. Et enfin, troisième étape, agissez. Une fois le dit rendez-vous, bien n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'ouvrir la conversation en disant bah tiens, j'ai pris le temps de regarder, je me suis rendu compte que clairement tu me la mettais à l'envers. Non, dites pas ça. Je me suis rendu compte qu'en ce moment les dépenses n'étaient pas très justes. Est-ce que ça te dirait qu'on répartisse? Et d'ailleurs, je vais faire une petite aparté. Je veux que vous fassiez la différence et que vous ayez en tête entre la notion d'égalité et la notion d'équité. Qui est au clair sur la différence entre les termes? Levez les mains. Mon Dieu, ok, donc ça sert à rien en fait, je vais partir. L'égalité. J'entends très souvent des amis me dire « Mais moi Margot, si je fais pas 50-50 avec mon mec, en fait ça va pas. » Bah en fait, je vais t'expliquer un truc. L'égalité part du principe que les personnes dans la même situation doivent être traitées de manière identique. Les personnes dans la même situation. L'équité consiste à attribuer à chacun ce qui lui est dû par référence au principe de justice naturelle. Petite question, comment appliquer l'égalité des dépenses dans son couple quand les personnes ne le sont pas statistiquement au niveau des salaires? Je vous rappelle, selon l'INSEE, que 75% des femmes hétérosexuelles gagnent moins que leurs conjoints. Donc, finalement, vouloir appliquer l'égalité des dépenses dans son couple, ce n'est pas équitable. Il m'a fallu du temps pour la sortir, celle-là. Tout à fait. Il y a deux sociologues qui ont écrit Le genre du capital, Sybille Golac et Céline Bessières, qui ont écrit effectivement sur la question du patrimoine, et dans les couples hétéros, c'est le même constat. J'ai plus les statistiques en tête, mais effectivement la question du patrimoine, hyper intéressant. Je ne sais pas si tu connaissais ce livre, Le genre du patrimoine. Tu vas ouvrir les pages et tu vas faire « Oh putain !» Pardon pour les jurons. Enfin, donc en conclusion, si parler d'argent est difficile pour l'organisation du foyer, imaginez la conversation lorsqu'il faudra gérer un proche malade. Pas fun. Et je vais terminer sur cette phrase. La question de l'argent dans le couple est la plus facile des questions difficiles.